Alors, je vais céder maintenant la parole à Marc Le Glatin pour qu'il nous parle d'autres aspects donc de la protection des droits, de la place de l'art et des politiques culturelles dans un contexte d'abondance. C'est le titre que vous avez choisi pour intervenir sur le sujet. Je dois dire que j'ai découvert vos travaux il y a de ça 6 ans, en 2006, quand vous avez publié un ouvrage sur ce sujet-là, et c'était très révolutionnaire, je me souviens, à l'époque. Et le monde que vous annonciez s'est tout à fait confirmé. Vous allez nous en parler et nous en dire quelques mots maintenant. Merci Madame la Présidente. Il s'est confirmé dans la mesure où les principes de base qui présidaient justement à ces élucubrations, eux, se sont affirmés. Quand je parle d'abondance, c'est vrai que on en parle souvent du point de vue de la mutation du côté des industries culturelles. C'est la porte d'entrée la plus classique dans les débats concernant l'art et la culture, avec la question du piratage, bien entendu. Et cela tient au fait que désormais, une fois qu'une œuvre est créée dans le monde de l'industrie culturelle, que ce soit l'industrie musicale, l'industrie du cinéma ou de l'audiovisuel, une fois que l'œuvre est créée, ce qui représente un coût, bien sûr, elle peut être diffusée à l'infini et sans coût. Dès lors, elle n'est plus rare. Et chacun sait que dans le domaine économique, dès qu'il y a extinction de la rareté, eh bien le prix n'est plus fixable. On quitte le domaine des repères habituels du marché pour toute une industrie qui est devenue un fer de lance du monde de la communication dans nos économies développées. De sorte que, à partir du moment où la rareté s'est éteinte, on est obligé de la restaurer de manière artificielle par des mesures qui peuvent parfois être liberticides. Vous l'avez évoqué il y a un instant, Monsieur Barbry. Qui s'en prennent parfois aux libertés fondamentales, au droit à la vie privée, au droit à la libre expression, au droit à un procès équitable, comme ça a été évoqué dans le débat concernant la loi Hadopi. Et finalement, c'est assez normal, comme il se dit beaucoup aujourd'hui, c'est normal parce que nous vivons une période pendant laquelle les centres de gravité de la plupart des activités humaines est en train de glisser d'une société qui repose toujours en bonne partie sur l'énergie, sur la production physique, la gestion de la rareté avec ses enclosures, ses appropriations, vers une société de l'abondance informationnelle qui ouvre la voie à des concepts comme bien commun, comme mutualisation, comme système de rémunération. Et cette évolution fondamentale, évidemment, se pose autour d'une question qui va revenir auprès du législateur avec la reconsidération de la loi Hadopi à laquelle vous allez être confrontés. Je ne suis pas sûr que du côté du gouvernement ni même de l'Élysée, les choses soient encore très claires. Hein, je ne pense pas me tromper. Mais une chose est certaine à mon sens, c'est que ce n'est pas une question de curseur à déplacer plus ou moins ici, plus ou moins là. On n'est pas dans des poids et mesures. On a un gouffre à franchir, et comme le disait Winston Churchill, on ne peut franchir un gouffre en 2 fois. Un gouffre se franchit en 1 fois. Le pied d'appel au milieu risque d'être un peu décevant. Et c'est ça la difficulté pour le législateur, parce qu'il sent qu'il est soumis à une décision qui a une implication extrêmement lourde pour l'avenir. Alors, avant de revenir à cette question, donc, qui est la question qui fâche, évidemment, on ne peut pas comprendre ce qui est en train de se passer avec la question du piratage sans faire un parallèle avec ce qui se passe dans l'ensemble du champ artistique et culturel par ailleurs et qui ne fait que confirmer ce qu'on constate dans le milieu d'Internet. Il faut savoir que, et on l'a vu ce matin d'ailleurs, je ne reviens pas là-dessus de façon appuyée, que dès lors qu'il y a une accessibilité accrue aux œuvres, pas simplement aux connaissances, mais aux œuvres, il y a la possibilité pour chacun de se construire des chemins singuliers de connaissances, d'accès aux œuvres, avec une nécessité d'avoir un sens de l'initiative et un sens de l'autonomie auquel il faut préparer les gens. La participation, cela se prépare, bien entendu, mais c'est un droit à la flânerie qui est revendiqué par nos jeunes internautes et nos moins jeunes. Ce droit à la flânerie leur permettant d'aller entendre une œuvre, visionner une œuvre, pas forcément en entier, pour se faire une idée comme ça et parcourir et construire une culture par des chemins singuliers et beaucoup moins normés que ceux que nous avons connus nous-mêmes. Au-delà de cela, bien sûr, il y a la participation au sens propre du terme, avec 2 éléments importants dans le champ culturel, que sont d'une part le droit à la médiation, c'est-à-dire faire connaître des œuvres qu'on aime à des groupes informels, parfois des groupes infinitaires comprenant des personnes situées à des milliers de kilomètres, au-delà donc de la simple famille et des amis, mais aussi le droit à produire des contenus, puisque comme on le sait, avec des logiciels très peu onéreux
de montage de son et de montage d'images, on peut aujourd'hui très facilement se mettre à produire des contenus comprenant à la fois du texte, du son, de l'image qu'on va diffuser gratuitement sur Internet. Je ne suis pas sûr pour ma part que ces pirates, comme on le dit, sont des gens qui veulent avant tout échapper au paiement. Il y a de cela évidemment, mais je ne suis pas sûr que ce soit la seule façon d'appréhender ce problème. Je pense que cette revendication d'un droit à la flânerie, d'un droit à la médiation, d'un droit à la production de contenu correspond à quelque chose de beaucoup plus profond que le faut pas payer, comme aurait dit Dario Fo. Il me semble qu'on retrouve là une volonté de participer à la production symbolique, participation qui s'est en grande partie éteinte au cours du XXe siècle, au fur et à mesure que les cultures populaires se sont trouvées étouffées par des cultures dominantes. Quand je parle de culture dominante, ce n'est pas au sens ethnique du terme, pas du tout. Je veux faire ici référence à deux éléments qui sont d'une part la culture commerciale de masse, voilà, de divertissement ou pas d'ailleurs, avec ses moyens ultra puissants en termes de marketing, et d'autre part les politiques publiques de l'art qui, par le filtre de l'expertise, diffusent des œuvres qui sont soumises à l'entendement et finalement qui sont soumises à un public qui est censé connaître la révélation face aux œuvres dans une attitude relativement passive. Alors vous allez me dire ce parallèle est osé puisque ce sont deux cultures qui s'affrontent, mais dans les deux cas on est dans une position d'un rapport offre-demande, c'est-à-dire une verticalité de la distribution, de la diffusion des œuvres avec des récepteurs qui sont en situation passive. Et d'ailleurs, je trouve singulier que la plupart des professionnels de la culture, qui sont plutôt du champ de la culture subventionnée, ont du mal à considérer la relation à une œuvre autrement que comme la relation à une offre. Et ce qui est en train de se produire, donc, c'est que, avec le retour vers des pratiques, je dis bien des pratiques, du partage de la relation humaine sur Internet, comme dans les pratiques amateurs, qui ne cessent de se développer, comme en atteste un récent rapport sur les pratiques culturelles des Français, qui a été publié par le ministère de la Culture. Tout ceci est synchrone, ce qui se passe aussi bien dans tel petit bled avec une association locale et ce qui se passe sur Internet à une échelle plus globale, montre qu'on est en train de renouer avec des pratiques qui étaient de l'ordre de la culture populaire et non pas des cultures verticales imposées d'en haut. Ceci a un effet direct sur l'esthétique elle-même, c'est-à-dire sur la production d'art. Alors certes déjà par la multiplication des gens qui participent à la production des œuvres, puisque aujourd'hui la scission entre amateurs et récepteurs, entre émetteurs et récepteurs a volé largement en éclats, comme dans le journalisme et bien d'autres domaines. Et de ce fait, il y a de plus en plus de production. Alors il est très difficile de se reconnaître dans le grand vrac que constituent les œuvres qui circulent sur Internet, où il y a à la fois des pépites et de la glaise, beaucoup de glaise pour trouver des pépites, mais enfin, plus il y a de gens à faire, c'est comme dans une mine d'or, plus on a de chances de trouver des pépites. Donc ça, c'est déjà une nouveauté. L'autre élément qui est intéressant du point de vue du droit, c'est que de plus en plus, la production artistique évolue vers des formes de mixage. Vous avez aujourd'hui de jeunes cinéastes, apprentis cinéastes ou cinéastes amateurs qui s'amusent à faire un petit film sur l'enfance de tel personnage d'un film très répertorié de la culture mainstream ou éventuellement de prolonger l'histoire qui a déjà été proposée par un film de long métrage. Vous avez de la même façon dans le domaine musical des gens qui pratiquent le mash-up ou le bootleg. Ils vont prendre un morceau de musique baroque, un morceau de musique rock, ils vont apporter une contribution qui leur est singulière, ils vont mixer tout ça pour en faire une œuvre à eux qui va aller puiser, au plus parfait mépris du droit moral sur les œuvres bien entendu, qui va aller puiser dans des répertoires dont ils ne sont pas producteurs. Mais cette culture du mix est une culture qui est en train de s'imposer et qui révolutionne à la fois l'esthétique et les aspects juridiques relatifs à la culture. Troisième élément qu'on constate dans le champ culturel, on l'a évoqué dans d'autres domaines ce matin, c'est l'écriture collaborative. Il existe aujourd'hui des logiciels d'écriture de bande dessinée collaborative où vous pouvez être en connexion avec un Japonais, un Américain et un Sénégalais pour construire ensemble une œuvre commune qui est un processus, qui n'est pas destiné à devenir un produit fini, donc qui n'est pas fait pour être vendu et approprié. C'est un processus perpétuel et c'est dans le processus que se situe la satisfaction d'un désir par rapport à l'œuvre d'art. Ce qui change complètement la donne, c'est pas seulement la question du piratage, vous voyez que c'est quelque chose de beaucoup plus profond dans la manière d'appréhender la relation à l'œuvre et à l'art qui est en train de se produire. Et enfin, ce qu'on constate sur Internet, comme dans d'autres champs,
c'est une plus grande pluridisciplinarité, transversalité, le terme est plus facile à prononcer, c'est-à-dire que vous avez à la fois, comme je le disais tout à l'heure, des mots, des images mouvantes ou fixes, des paysages sonores électroniques, des musiques enregistrées, etc., qui vont se croiser dans une œuvre commune, comme vous l'avez aujourd'hui dans le champ de l'art plastique, avec des installations de plasticiens qui introduisent des paysages sonores, un danseur, comme vous l'avez sur le spectacle vivant, où de plus en plus on va vers des formes pluridisciplinaires, et cela montre à quel point d'ailleurs ce qui était les fleurons au XXe siècle de l'industrie culturelle, je parle ici de l'industrie musicale, du cinéma et de l'audiovisuel, appartiennent à une modernité qui est celle du XXe siècle, mais pas forcément celle du XXIe. Donc ce qu'on est en train d'essayer de défendre par des lois n'est pas forcément ce qui est le plus à défendre pour demain. Ceci étant dit, on voit bien qu'on a des spécialisations, des professionnalisations, et je dirais même désacralisation dans le champ artistique, ce qui est quand même quelque chose de très très fort quand on se songe que depuis la Renaissance, on a eu un processus de sacralisation de l'artiste. On sait, bon, il y a des analyses assez fines là-dessus qui ont été développées. Je vais très très vite parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de temps, mais à partir de la Renaissance, l'art s'est engouffré dans la béance laissée par une perte de centralité religieuse, ceci ayant culminé à l'époque du romantisme, où là, on s'empare de la perte d'absolu pour la sublimer en émotion artistique, ce qui positionne en fait l'artiste sur un piédestal, et du haut de son génie, il dispense des œuvres qui ont vocation à être reçues de manière plus ou moins passive, parce que le cerveau est toujours en action, mais de toute façon dans une posture non productive, par un public plus ou moins large. Et ça, c'est une évolution fondamentale de nature anthropologique qui touche à l'aventure esthétique et qui va bien au-delà des questions économiques et juridiques qu'on s'est posées au départ. Tout ceci, tout ce petit détour pour dire que si on revient sur le politique et les décisions qui sont à prendre, elles sont, à mon avis, à prendre dans deux domaines. Tout d'abord, localement, dans les politiques culturelles, parce que les sénateurs sont aussi des élus locaux, l'apprentissage de l'autonomie, l'apprentissage de l'initiative, cela suppose évidemment d'abord d'apprendre à flâner, d'apprendre à médier, et on peut être là tutorisé dans ces démarches-là. Ça peut se faire auprès des médiathèques, ça peut se faire, bon. Mais il faut aussi, je pense, apprendre à produire des contenus de qualité. Je trouve ahurissant, par exemple, que tant de conservatoires ne soient pas aujourd'hui dotés de classes de musique électroacoustique, où on soit capable d'inventer des paysages sonores avec du texte, avec des sons électroniques, avec des sons enregistrés concrets, avec de la musique au violon, etc. Et qu'on mixe tout ça pour faire des créations d'une nature complètement différente. Je trouve ahurissant que tant de médiathèques ne soient pas dotées d'une salle avec des ordinateurs en batterie ou des téléphones portables ou des smartphones, etc., auxquels des groupes de 2-3 personnes, jeunes ou personnes âgées ou personnes fréquentant les centres sociaux, viennent s'accoutumer à ces usages et à ces productions de contenu. Il y a donc beaucoup d'innovations à attendre du côté des élus locaux et il faut pour cela un maillage très très étroit de structures culturelles locales. Ne pas faire confiance à quelques grosses structures qui dispensent, comme c'est le cas aujourd'hui souvent, les œuvres qui sont à connaître, œuvres du patrimoine ou œuvres contemporaines. Il faut mailler le territoire et aller vers de plus en plus d'actions culturelle et artistique, comprenant des pratiques et la mise en participation des habitants dans le champ culturel et artistique. Quant à l'échelon national, et je termine là-dessus, je ne vais pas traiter la question sur le fond et dans le détail, ça appartiendra aux législateurs, vous avez compris de quel côté je pencherais, bien entendu, mais compte tenu de tout ce que j'ai pu dire, de ces évolutions profondes, il est clair qu'il y a des moments où ce n'est pas aux usages à s'adapter aux droits existants, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais aux droits à s'adapter aux usages. Et si le droit doit évoluer, il doit prendre en considération le fait que le statut de l'art, le statut de l'artiste et le statut même de la culture est en voie d'évolution rapide et profonde. Il faut en tirer des conséquences qui peuvent être assez radicales, mais il faut en tirer des conséquences. Nous sommes entrés progressivement, mais rapidement, dans le champ du bien commun, avec la nécessité de faire appel à des circuits de financement des auteurs, des interprètes et des investisseurs, car il y a des investisseurs lourds, je pense au cinéma en particulier, qui doivent être rémunérés. Il faut rémunérer toutes ces personnes-là, mais par des circuits qui relèvent plus de la mutualisation que de l'échange d'une unité d'œuvre contre un prix. Alors ça fait très peur, mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas vers l'Union des écrivains soviétiques. La sécurité sociale n'a jamais empêché qu'il y ait des médecins libéraux. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour cet exposé tout à fait clair.